Bonjour à toutes et à tous. Déjà, avec Cynthia, on voulait vous remercier d'être là et on voulait aussi remercier les organisateurs de nous donner l'opportunité de parler de confiance. Alors, confiance est un mot fort, un mot très important. On va voir et on va vous faire voyager avec Cynthia dans ce domaine de la confiance et de voir en quoi la régulation et le regard croisé que nous avons va permettre d'organiser des relations de confiance. Mais avant de vous parler de confiance, donc c'est ça, Garance est avocate fondateur de Garance Mathias en France. Donc Garance a l'expérience française, elle est spécialisée en cybersécurité, en cyber-risque, et elle fait des conférences et justement le fait de faire des voyages, des allers-retours entre la France et le Québec. Et toi, Cynthia, tu es ancienne juge administratif à la commission d'accès de l'information. Oui. Donc aussi, on va faire un regard croisé avec le Québec. Maintenant, tu es un confrère aussi au Québec. Donc ça, c'est important. Donc notre expérience d'avocat, notre expertise, indépendamment de notre expérience professionnelle, va nous permettre aussi de vous emmener dans nos retours et effectivement de voir aussi les différents points importants dans la confiance. Donc la confiance, on a décidé de regarder comment on pouvait les voir, les points communs et les différences par rapport à l'Europe et par rapport au Québec. Justement, parce que la confiance, on s'est aperçu qu'elle n'était pas du tout définie au niveau juridique. Elle est définie au niveau philosophique, sociologique, éthique, tout ça, mais elle n'est pas définie au niveau juridique. Mais quand même, comment on met en place de la confiance dans les environnements électroniques, comment on met en place de la confiance par rapport à la cybersécurité, par rapport à tout ça. Donc c'est ça qu'on va essayer de vous expliquer pendant les 20 minutes qui nous sont allouées. Et donc justement, Garance, par rapport à l'Europe, ça serait quoi la régulation qui pourrait donner confiance en ce moment? Alors, la régulation qui donne confiance, il y en a des régulations. En fait, l'Europe, on va dire, souffle un vent de changement. On va dire, et ça c'est très important parce que ce vent de changement, et tu vas en parler, Cynthia, permet aussi d'être présent au Québec, voilà, d'une manière générale. C'est aussi la confiance, c'est le mot-clé, c'est de la régulation, c'est ici une création. Donc la confiance, elle se crée, elle se donne, on la construit. Mais aussi en un claquement de doigts, elle peut se perdre. On va en parler un peu plus loin. On va faire un petit peu durer, on va commencer le voyage, donc on ne va pas vous donner tout de suite les principales étapes. Mais effectivement, la confiance, elle se crée. Et le droit aide à créer cette confiance. C'est un vecteur très fort de confiance. Le texte fondamental en Europe qui a permis de commencer ce voyage et d'aller vers le Québec, c'est effectivement le règlement général sur la protection des données. Ces 4 lettres, RGPD, qu'on dise en français ou en anglais, effectivement, sont très importantes parce que ça va encadrer et ça va aussi permettre d'exporter, d'aller au-delà de l'Europe sur cette confiance dans la protection des données à caractère personnel. Sachant qu'on va voir qu'il y a des points communs, et qu'il y a aussi des différences. On va voir notre approche au travers des cas d'usage. Parce qu'effectivement, le RGPD, je crois qu'il y a une nouveauté au Québec. Oui, comme vous en avez entendu parler, justement, ce vent de changement, ces allers-retours qui sont faits, au Québec, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la loi 25 qui a été adoptée en 2021, qui est rentrée en vigueur en 2022, en 2023 et en 2024. La dernière portion, le droit à la portabilité. On ne parlera pas de droit à la portabilité aujourd'hui, mais justement, le législateur québécois a regardé vraiment ce qui se passait en Europe, et ce vent de changement qui était venu de 2018 avait été aussi un peu aux États-Unis, mais est venu vraiment au Québec. Et quand on regarde la loi 25, on ne peut pas dire que c'est un copier-coller, parce que le Québec a ses propres spécificités, mais il y a quand même des aspects qui sont similaires par rapport au RGPD. Donc ça, c'est aussi important. Et on va pouvoir, dans les prochaines diapositives, regarder aussi vraiment comment les points communs et les différences par rapport à des éléments qui sont essentiels comme les incidents de confidentialité. Et ce vent de changement au Québec continue, et au Canada, il continue aussi. Et vous n'êtes pas aussi sans savoir que la législation fédérale est en train d'être modifiée en ce moment avec le projet de loi C-27. Si vous suivez tout ce qui est par rapport, les derniers amendements ont été apportés à la partie 1 par rapport à la protection des renseignements personnels et non pas des données à caractère personnel comme en Europe. Donc, C-27, les amendements de la partie 1 ont été pas adoptés, mais ils sont publics. On attend encore tout ce qui est par rapport à l'intelligence artificielle, la partie 3. On sait ce que le commissariat fédéral demande, on sait ce que d'autres instances demandent, mais pour l'instant,
elles n'ont pas encore été publiées. Donc ça peut être fait aujourd'hui. Donc c'est en mouvement. Donc le droit vecteur de confiance, que ce soit de part et d'autre de l'Atlantique, le droit aussi va permettre aussi de sensibiliser, de gérer par rapport à, on va dire, à nous, c'est-à-dire aux collaborateurs au sein d'un organisme, que ce soit une administration, une entreprise, par rapport aussi à ses partenaires, donc à l'extérieur, et par rapport aussi aux investisseurs, enfin, tous les vecteurs de confiance. C'est aussi comment on parle à ces trois piliers, on va dire, et d'une manière générale, ces trois vecteurs, que ce soit des collaborateurs, des partenaires, des investisseurs de confiance, et comment on les crée, on les rassure. Et effectivement, on est porteur, on va dire, d'évolution et d'innovation. Donc, dans le cadre de ce voyage de la confiance, il y a le cadre juridique, mais il y a aussi les différents acteurs. Donc, notre propos et nos cas d'usage, c'est effectivement de se positionner par rapport à chacun des acteurs. Et peut-être pour parler de confiance, le premier point avec Cynthia qui nous a semblé déterminant, c'est la transparence. Tout à fait. Et puis, justement, dans la transparence, chacun de nos thèmes, de nos piliers, on va les avec des sous-catégories. Donc, quand vous voyez la transparence, c'est quoi la transparence? Il faut informer la personne, il faut informer justement nos collaborateurs, le public cible. Il faut avoir un discours particulier par rapport aux différents publics cibles. Il faut aussi de la sensibilisation et il faut de la localisation. Mais là, c'est juste la présentation très générale. Alors c'est vrai que nous, effectivement, le règlement général sur la protection des données, c'est un des mots-clés, c'est la transparence. Un des mots-clés aussi, c'est la conformité, avec le terme anglo-saxon d'accountability. Donc c'est aussi une transparence adoptée au public. Par exemple, on va parler des mentions d'information. Ces mentions d'information vont être adaptées, effectivement, par rapport à qui on s'adresse. Si on va s'adresser par exemple à des salariés, à des collaborateurs, à des consommateurs dans le cadre d'un site internet, on va mettre des mentions effectivement, mais ces mentions vont être adaptées. On parle souvent de mentions de premier niveau, c'est-à-dire une explication claire, transparente, et si on veut, on va dire, préciser encore plus les choses, on renvoie à une politique de confidentialité. En Europe, on parle de politique de protection des données à caractère personnel. Au Québec, on parle de politique de confidentialité et là aussi, il y a des niveaux. Avec la loi 25, c'est maintenant une obligation d'avoir une politique de confidentialité. C'est à partir du 22 septembre 2023, c'est une obligation de l'avoir. Vous pouvez déjà l'avoir sur vos sites et puis vous les voyez vraiment fréquemment sur le site. Mais les deux niveaux dont parlait Garance, c'est aussi le fait que depuis le 22 septembre 2023, il y a aussi cette obligation d'avoir les règles encadrant la gouvernance des renseignements personnels. Avec le législateur est venu préciser quelles étaient les mentions qui devaient être mises en place. Et il faut bien sûr publier tout ça sur votre site web ou les rendre disponibles à toute personne si jamais vous n'avez pas de site web, parce que ça arrive encore. Donc, premier enjeu, informer. Ça, c'est important. Si on veut créer la confiance, il faut savoir de quoi on parle et il faut effectivement que le discours soit adapté, que ce soit collaborateur, investisseur, que ce soit vraiment adapté à chacun des publics. Deuxième point aussi qui est très important, et là je vais parler avec le règlement général sur la protection des données, c'est effectivement où sont localisées mes données. Alors ça, c'est un enjeu, on va dire, en Europe et en France, avec effectivement la localisation des données, c'est-à-dire l'hébergement, que ce soit des données qui sont accessibles, ou que ce soit effectivement en archivage, ou effectivement en site de sauvegarde. Et second point, c'est aussi un vecteur de la confiance, c'est de connaître sa chaîne de l'ensemble des acteurs, ce qu'on va appeler la chaîne effectivement des sous-traitants. Donc savoir avec à qui je confie mes données. Pourquoi? Ce sont les finalités, effectivement les principes de minimisation, qu'on ne collecte pas plus ou qu'on ne traite pas plus de données, ce dont on a besoin. Là, on est sur les principes, on va dire, cardinaux du règlement général sur la protection des données et savoir où sont ces dernières. Alors le où, c'est vraiment la localisation. Alors là, on va revenir sur de la réglementation, sur le règlement général sur la protection des données, avec, s'il y a des transferts outre-Atlantique, des mesures de précaution, un encadrement juridique spécifique. Puisqu'en fait, effectivement, la confiance, on l'a dit, c'est le droit. Ça va être une partie du droit. Ça ne va pas être que le droit, ça va être la gouvernance, comme on a parlé Cynthia. Voilà. Après, c'est connaître les acteurs, la chaîne de sous-traitance. Et justement, ce parallèle, au Québec, on a aussi cette obligation. Ce n'est pas forcément mentionné dans la loi, mais vous devez agir en tant qu'entreprise ou en tant que représentant d'organismes publics. Vous devez agir de façon responsable. Qui dit agir de façon responsable, c'est savoir où sont nos renseignements personnels.
donc de faire ces fameuses cartographies ou inventaires, appelez-les comme vous voulez, mais de faire des cartographies, même si la loi ne le demande pas. Mais c'est quand même une obligation de savoir où sont nos renseignements personnels, comment on les encadre, justement pour mettre en place cette gouvernance, et aussi pour pouvoir savoir et mettre en place des plans d'incidents, des plans de gestion par rapport aux renseignements personnels. Et aussi la localisation, l'hébergement, c'est important. Il y a une mention dans la loi et ça a été modifié, parce que je rappelle que c'est quand même des législations qui existaient quand même avant la loi 25. C'est important aussi de se poser la question, si je les héberge à l'extérieur du Québec, est-ce que le pays ou est-ce que le territoire sur lequel je transfère mes données offre le même niveau de protection à un niveau adéquat? Donc il y a des obligations, il y a des obligations à mettre en place depuis le 22 septembre 2023. Donc ça, c'est vraiment aussi important et c'est un pendant avec le RGPD. C'est encore un vent du changement, en fait. Donc voilà, savoir effectivement on a. Donc, vous voyez, là, notre voyage avance. Effectivement, c'est important. Hein. Effectivement, en tant qu'avocat aussi, c'est se dire, c'est un des mots-clés de notre métier. Alors, on a une approche par les risques. Et ça tombe bien, de part et d'autre de l'Atlantique, on est aussi en approche par les risques dans le cadre de la protection des données, voilà, qu'on le formule d'une manière ou d'une autre de l'Atlantique, ça c'est très important. Et aussi, on a une approche liée par les risques et donc la responsabilité. Et qu'est-ce qu'on entend effectivement par transparence dans le cadre de la responsabilité? C'est effectivement d'informer, on l'a vu, mais indépendamment d'informer, et tu as commencé à en parler, c'est aussi la gestion, on va dire, des incidents. Donc, quelle responsabilité, quelle gouvernance? Et justement, la gouvernance, si vous regardez, et puis je fais souvent référence à ce que le législateur a mentionné, parce que c'est tout nouveau au Québec. On n'avait pas ces obligations par rapport aux incidents de confidentialité, même si la Commission d'accès à l'information le demandait depuis des années, d'avoir une obligation de déclaration des incidents de confidentialité, mais qui dit déclaration des incidents de confidentialité dit comment on gère un incident de confidentialité. Et justement, comment on gère un incident de confidentialité, c'est de faire cette cartographie. C'est aussi de mettre en place un plan de gestion, un plan de réponse, de regarder les coûts aussi, d'avoir des cyberassurances. Et ça, vous en avez entendu parler par rapport à d'autres panels. Donc, la cyberassurance est aussi important. Et justement, parce que si on a un incident de confidentialité, et je sens que vous allez me demander à un moment donné, mais c'est quoi un incident de confidentialité? C'est quoi la définition d'un incident de confidentialité? Je ne sais pas, est-ce que j'en parle tout de suite ou j'attends la question? Donc un incident de confidentialité, c'est le fait d'avoir la définition, un accès, une utilisation, une communication non autorisée d'un renseignement personnel, mais aussi une perte d'un renseignement personnel ou toute autre atteinte ou tout autre élément pouvant porter atteinte à un renseignement personnel. Oui, votre micro. Il faut parler au micro, sinon je ne vous entends pas. Est-ce que ce serait possible de monter le son, parce que moi j'entends rien, j'entends très mal avec les conférences qui sont à côté et derrière, de monter le son général de la conférence. Alors okay. Vous pouvez mettre vos écouteurs. Hein. Ok. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, pour ceux qui entendent moins bien, vous portez les écouteurs et vous entendez directement à l'intérieur. Merci. Désolée. Donc, c'est ça. Je disais la définition d'incident de confidentialité, mais est-ce qu'il y a une telle définition dans le Oui, RGPD? il y a des définitions sur les violations de données à caractère personnel. Là aussi, les mots changent, mais effectivement, le concept est le même. C'est-à-dire, il peut y avoir des incidents de sécurité qui ne comportent pas des données à caractère personnel. Ça peut être effectivement les incidents de sécurité technique. Tout ce qui est violation de données à caractère personnel, c'est dès qu'il y a effectivement une donnée à caractère personnel. La définition est extrêmement large. C'est tout ce qui permet d'identifier d'une manière directe ou indirecte un individu. Donc ça peut être une adresse IP par exemple, ça peut être des coordonnées de géolocalisation, ça peut être bien entendu un nom, un prénom ou autre. Donc on est sur cette définition large. Ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que la violation de données à caractère personnel, il va y avoir un niveau de risque. Ce niveau de risque, effectivement, qu'on va s'avérer qu'il y a une violation de données à caractère personnel, qui peut comporter, là on parle beaucoup d'informatique effectivement, puisqu'on est quand même dans le cadre d'un événement sur la cybersécurité, mais ça touche aussi le papier.
Alors, je le répète aussi, mais c'est vrai qu'on a encore pas mal de papiers autour de nous. Et effectivement, une fuite de données à caractère personnel, ça peut être tout simplement, je perds un dossier, voilà, où on me vole effectivement un dossier, une sacoche, où là, effectivement, je serais dans le cadre d'une violation de données à caractère personnel, puisqu'il y a eu une perte. Il peut y avoir aussi un défaut d'accès, les cyberattaques. Bien entendu, cyberattaque, je ne peux plus accéder au système d'information de mon entreprise. Je suis un collaborateur. Encore une fois, on est sur que ce soit collaborateur, partenaire ou investisseur. Je ne peux plus accéder, je ne peux plus travailler. Quelle que soit, on va dire, l'ampleur de la violation de données à caractère personnel, il y a effectivement le fait d'être empêché d'accéder qui va permettre de caractériser. Donc, il y a différents critères, effectivement, qui sont dits dans la loi, qui sont redits, effectivement, dans la loi française, puisqu'il y a eu la loi informatique et liberté a été modifiée aussi, post-entrée en application, enfin, juste avant l'entrée en application du règlement général sur la protection des données. Donc, on a toute cette culture et ce contexte. Alors, c'est vrai qu'en France, plus particulièrement étant avocat en France, nous avons quelques années, on va dire, de recul par rapport à l'application du règlement général sur la protection des données, parce que ça fait 5 ans d'application. Donc, on voit qu'il y a énormément de cyberattaques, énormément de violations de données à caractère personnel qui sont notifiées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et là, peut-être une différence par rapport effectivement au Québec, c'est que quand je suis un organisme et que je me rends compte que j'ai une violation de données à caractère personnel, j'ai un délai de 72 heures. À côté de la prise de connaissance, je m'en rends compte. Voilà, et ça c'est important, parce que je crois, Cynthia, que vous, là-dessus, dans les nouvelles réglementations, il n'y a pas le même niveau de délai. Non, on n'a pas de 72 heures. Quand le règlement sur les incidents de confidentialité a été en discussion, on pensait qu'il allait y avoir justement un délai avant de déclarer à la commission d'accès à l'information, mais il n'y a pas ce délai de 72 heures. Donc c'est... Il y a une question, donc je vais attendre. Voilà. Je me demandais justement les rapports d'incidence à la CNIL. Est-ce que c'est toutes les organisations ou juste les institutions ou... Est-ce que c'est les entreprises, les organismes? Est-ce que c'est tous les... La question, c'est est-ce que c'est tous les organismes, est-ce que autant privé que public, comme au Québec, où c'est public et privé, où on a cette obligation de déclarer à la CAI, est-ce qu'à la CNIL? Oui, c'est 72 heures, effectivement, mais après, on peut compléter. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au début, quand on a une cyberattaque, par exemple, on n'a pas l'ampleur des mesures de rémédiation, on n'a pas l'ampleur aussi peut-être du périmètre sur lequel le système d'information est impacté. Donc, ce qui est très important, effectivement, c'est aussi de compléter, quel que soit l'organisme, effectivement, qui est victime. L'organisme, et souvent on revient aussi sur la chaîne de sous-traitance, parce qu'une des spécificités peut-être, ce qu'il faut avoir en tête sur le règlement général de protection des données, c'est que le responsable de traitement, donc l'organisme lui, a 72 heures, compté de la prise de connaissance, mais le sous-traitant, peut-être que la personne qui héberge les données, voilà, ou dans la chaîne de sous-traitance, lui, il doit m'informer dans les meilleurs délais. Donc moi, par exemple, je suis le sous-traitant de Cynthia, qui est un organisme, voilà, je vais l'informer dans les meilleurs délais, et là, l'appréciation, justement, ça va être la confiance, ça va être le contrat. C'est-à-dire que dans les contrats, dans les rédactions contractuelles, on va pouvoir, par rapport à la sensibilité des données auxquelles je confie, voilà, l'organisme confie effectivement au sous-traitant, on peut préciser. Mais effectivement, là, c'est un enjeu de risque, donc de conformité pour les entreprises. Dans le cadre des cas d'usage, c'est souvent un des points qui est le plus souvent, on va dire, débattu dans le cadre des négociations contractuelles. Et c'est aussi pour ça qu'au Québec, c'est important que vous ayez des ententes avec vos fournisseurs de services. Et justement, vous avez la possibilité d'avoir dans ces ententes le fait que, c'est pas la possibilité, c'est même une obligation, que dans les ententes, ce soit marqué que dès qu'ils sont informés d'un incident de confidentialité, qu'ils vous en avisent parce que vous devez faire la gestion du risque et vous devez après déclarer à la commission d'accès à l'information. Mais le temps file. Le temps file, donc, effectivement, et on va dire, on va parler... Pilier. On va parler de notre dernier pilier qui est parce que la confiance... C'est innover. C'est innover, enfin on le dit ensemble, ouais. C'est innover, c'est aussi pas freiner effectivement le développement d'une activité, être ouvert, effectivement, on va parler d'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, hein. Voilà, il faut savoir qu'en Europe, vous en avez peut-être entendu parler, on a un projet de règlement qui n'est pas adopté, mais sur l'intelligence artificielle,
qui va effectivement par rapport à une approche par les risques, hein, toujours comme la protection des données, ça va être une approche par les risques, avec suivant la sensibilité des algorithmes ou de l'intelligence artificielle, un classement, effectivement, suivant les sensibilités, et donc toujours un principe d'accountability, pour reprendre le mot anglais, en tout cas de documentation, de gouvernance, de conformité par rapport aussi à l'intelligence artificielle générative, effectivement, et aussi parce qu'il y a des enjeux de confiance et de propriété. Donc là, on ouvre un champ des possibles avec effectivement, je crois aussi du profilage. Voilà. Oui, et puis justement, le profilage, dans la législation québécoise, vous avez aussi les décisions automatisées prises par les décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé, excusez-moi du terme, c'est un peu long. Mais justement, on revient à ce qu'on avait mentionné avant. Si vous faites une telle décision, si vous prenez une telle décision à l'égard d'une personne, vous devez l'informer. Donc, de nouveau, information, responsabilité, transparence par rapport à de l'innovation. Et aussi, vous n'êtes pas sans, on en a parlé au début, vous n'êtes pas sans savoir que C27, la partie 3 de C27, c'est vraiment sur l'intelligence artificielle. Et comme je vous dis, les modifications qui vont être apportées au projet de loi C27, justement, il y a une catégorisation aussi par rapport à comment on met en place de l'intelligence artificielle. Donc, c'est aussi intéressant de voir il y a le règlement qui va être à un moment donné adopté en Europe et de voir comment il va être intégré pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse innover de façon non pas en silo, mais en réseau. Oui, en fait, effectivement, toute cette confiance, en fait, il y a quoi? Il y a l'humain, bien entendu. Hein, l'humain est au cœur de tout. Et aussi, ça veut dire une approche collaborative, que ce soit dans le cadre de la responsabilité, que ce soit dans le cadre de la transparence, de l'innovation d'une manière générale. La confiance est facteur d'innovation et bien entendu une approche par les risques. Hein, mais effectivement, cette gouvernance va permettre effectivement d'embarquer au sens plein du terme l'ensemble des acteurs, l'ensemble de nos 3 acteurs, que ce soit les collaborateurs, les partenaires, les investisseurs et en fait effectivement après les clients ou autres si on étend encore le champ des possibles. Et effectivement ce vent de changement qu'on voit là-dessus va aussi être complété, que ce soit par le règlement sur l'intelligence artificielle, va être complété aussi par d'autres textes qui ont été adoptés au sein de l'Union européenne, qui vont être transposés en France, qui sont là pour assurer un niveau commun élevé en matière de sécurité des systèmes d'information. Donc, on va voir aussi beaucoup de choses qui se mettent en place pour, encore une fois, du collaboratif et non pas du silo. Effectivement, avoir cette transparence, c'est-à-dire cette information optimale, optimisée de l'ensemble des acteurs. Et comme je pense qu'il reste pas longtemps, un petit 5 minutes, donc voilà, on passe à la période de questions. On peut passer à la période des questions, sinon on peut aussi... Sinon on peut continuer, nous on pourrait continuer, mais on va passer à la période de questions et puis on pourra répondre à vos questions par la suite éventuellement. Bonjour, Gilles Trépanier de la compagnie Nimion. Je m'entends en double, parce que je vais enlever mon micro. Les entreprises qui font de l'anonymisation de données et qui ont un incident de sécurité, des données qui ont été anonymisées mais qui ont été volées, est-ce que c'est un... J'ai 2 questions dans le fond. La première question, c'est est-ce que l'entreprise au Québec ou en Europe doit déclarer cet incident-là? C'est un incident de confidentialité dans ce cas-ci? La question, alors, est-ce qu'une donnée anonymisée est encore un renseignement personnel? Alors, au sein du RGPD, l'anonymisation, c'est-à-dire on quitte le champ de la donnée à caractère personnel. Il y a une différence entre la pseudonymisation, où là je suis toujours dans le champ de la donnée à caractère personnel, puisqu'en fait je vais avoir une table de concordance à plusieurs niveaux où je vais réidentifier effectivement, par exemple, si c'est un individu, alors que l'anonymisation, c'est impossible, c'est irréversible si je prends même le texte du règlement général sur la protection des données. Donc on n'est plus dans le champ de la protection des données. Voilà. Et au Québec, c'est pareil. La même chose? C'est la même chose. Puis dans une autre question, c'est qu'avec l'AI qui devient énormément performant, les données qui sont maintenant anonymisées, l'AI est capable quand même de trouver l'information en faisant des relations avec d'autres informations, puis que finalement, la donnée qui était anonymisée, c'est vraiment Gilles Trépanier qui a fait telle transaction. Donc, comment vous voyez le gouvernement se positionner là-dessus avec la législation? Par rapport à savoir justement l'anonymisation, est-ce qu'elle est totale, est-ce qu'elle est irréversible ou pas irréversible? C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de travaux par rapport à ça. Et dernièrement, la Commission d'accès à l'information
je ne veux pas, mais la Commission a pris une position à l'effet que pour l'instant, c'est pas qu'elle ne recommande pas d'anonymiser, mais si on veut aller vers de l'anonymisation au moment de la destruction, parce que dans la législation québécoise, c'est destruction ou anonymisation, donc c'est vraiment à ce moment-là, mais il faut documenter. Je pense que c'est la première fois que je le dis et à chaque fois je le dis 3 fois. Donc il faut vraiment documenter ce qu'on fait par rapport à comment on anonymise pour justement que ça soit pas irréversible. Et parce qu'elle ne recommande pas en attendant un règlement du gouvernement. Et c'est pareil par rapport aux instances gouvernementales, le SAIRID ou le SRIDAI, selon comment on le prononce. Eux aussi, ils vont dire que... Mais c'est une position qui est très particulière par rapport à la Commission et par rapport aux données générées avec l'intelligence artificielle. Il y a eu une décision qui a été rendue par rapport à la commission scolaire Val-d'Essert, des données qui ont été générées à partir de données qui avaient été soi-disant anonymisées. Donc la commission considère que c'est une collecte d'informations, donc on aurait dû informer les personnes. Donc il y a encore un... Il y a du gris encore. Voilà. Merci. Derrière tous ces enjeux, il y a aussi la maturité des organismes. C'est que plus effectivement on va documenter, plus effectivement il va y avoir une pratique. Et votre pratique en tant qu'organisme, il va y avoir une montée en maturité, donc après des retours d'expérience et effectivement une documentation qui va être adoptée et adaptée à chaque besoin. Je pense que c'est fini. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a d'autres questions? Do we have any other questions? Yes? Allez-y. On va terminer avec cette question. Excusez-moi, pour escalader un incident de confidentialité auprès de la CAI, ça doit être instantané, vous n'avez pas 72 heures, c'est ça? Non, auprès de la CAI, il n'y a pas 72 heures. C'est dès que vous en prenez connaissance, en tant qu'organisation, vous devez l'escalader auprès de la CAI et du client? Avec diligence. Dans la loi, c'est marqué avec diligence. Il faut déclarer à la commission avec diligence le fait qu'on a eu un incident de confidentialité qui présente un préjudice sérieux pour les renseignements personnels des personnes qui sont visées. Ok, merci beaucoup. Pour vous faire un parallèle avec le RGPD, effectivement, on l'organise à 72 heures pour notifier à l'autorité de contrôle nationale. Donc en France, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Mais aussi, quand il y a un risque grave sur les personnes concernées, on doit notifier dans les meilleurs délais. Donc nous aussi, on a ce meilleur délai, effectivement, et on doit notifier à l'ensemble des personnes concernées. Donc il y a pareil, une approche par le risque qui est fait, y compris si vous allez, si vous regardez le site de la Commission nationale informatique et liberté, vous verrez aussi les différents critères de risque, c'est très important. Et quand c'est un portail, effectivement, pour notifier, c'est un téléservice où on demande à l'organisme de qualifier si c'est un risque grave, par exemple, aux personnes concernées. Donc là, on va devoir notifier aux personnes, que ce soit par voie l'envoi d'un courrier, par exemple, quand il y a plus d'informatique ou quand il faut toucher les personnes. C'est très important, effectivement, et même la communication aux personnes concernées est régie par le règlement général sur la protection des données. Donc, il y a toutes des mentions, effectivement, qui sont obligatoires. La transparence, on le disait avec Cynthia au début, cette transparence est aussi encadrée, et donc ça donne la confiance par les textes. On a le pendant par rapport au Québec. Justement, il y a une obligation d'avis aux personnes concernées s'il y a un risque aussi. Et il y a, dans le règlement qui a été pris, il y a des modalités et des éléments qui doivent être mentionnés. Et en plus, que vous ayez un risque, que ça soit un préjudice sérieux ou pas un préjudice sérieux, contrairement à l'Europe, d'après ce que en discussion on a pu voir, c'est que l'entreprise ou l'organisme public a l'obligation d'avoir un registre des incidents de confidentialité, qu'il soit sérieux ou qu'il ne soit pas sérieux, et de le conserver pendant 5 ans, parce que la commission d'accès peut venir vous demander votre registre des incidents et justement d'évaluer si vous auriez dû le déclarer ou pas le déclarer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.